Égal à lui-même et à ses principes depuis les événements de mai 68, Daniel Cohn-Bendit, député européen et vice-président du groupe des Verts, ne rate aucune occasion pour chercher la vérité et de la dire, pour ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, pour ne pas faire écho de son âme, de sa bouche et de ses mains aux applaudissements stupides et aux huées fanatiques. L'initiative du président Abbas à l'ONU. Et je trouve la phrase qu'il a trouvée en disant « Au Moyen-Orient, il n'y a pas un État de trop, mais il manque un État ». Le Jean Jaurès du XXIe siècle nous livre dans cette émission sa lecture de la situation en Tunisie, en Égypte, en Libye, mais aussi en Syrie, au Maroc et en Algérie. Ardent défenseur de la solution des deux États, israéliens et palestiniens, le député européen utopiste ou fin sorcier, il voit dans sa boule de cristal une fin heureuse, les États-Unis du Moyen-Orient. Et contrairement à ce qu'affirment certaines presses arabes, M. Cohn-Bendit, juif certes, mais n'a jamais été citoyen israélien. Monsieur Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour. Ce soir, vous avez choisi d'être aux côtés de Laïla Shahid, la déléguée générale de l'autorité palestinienne auprès de l'Union européenne, à travers une conférence. De quoi il s'agit ? Nous allons parler un peu du printemps arabe. Alors maintenant, il faut parler aussi un peu de l'hiver arabe, parce que c'est pas seulement le printemps, quand on voit ce qui se passe en Égypte, par exemple, et en même temps des perspectives dans ce cadre-là des Palestiniens. Mmh. Alors, on ne dit jamais assez aux téléspectateurs que les Israéliens ne reconnaissent pas l'État de la Palestine, l'État palestinien. Vous, Monsieur Cohn-Bendit, vous reconnaissez l'État palestinien ? Moi, j'ai défendu la position d'Abbas d'aller à l'ONU pour demander la reconnaissance, d'accepter que la Palestine soit acceptée comme État avec tous les droits à l'ONU. Oui, il y a un embryon d'État qui a aspiration de devenir un État palestinien, et c'est un droit qu'il faut reconnaître et que je reconnais aux Palestiniens. Donc vous reconnaissez le droit, mais vous, Monsieur Cohn-Bendit, une figure, donc un homme politique de grosse pointure, j'allais dire franco-allemand, d'origine juive, dont on connaît l'histoire aussi, donc vos parents ont été déportés, etc. Je reconnais le droit de ce qui existe. Les Palestiniens eux-mêmes disent qu'il n'y a pas d'État palestinien. Il y a une haute autorité, mais qui n'est pas encore un État. Donc je reconnais le droit aux Palestiniens d'avoir un État, mais si je reconnaissais... Mais les Palestiniens eux-mêmes disent qu'il faut maintenant faire évoluer les territoires palestiniens dans un État. Si vous prenez... donc je reconnais le droit des Palestiniens à avoir un État, et je reconnais leur droit qu'ils fassent évoluer les territoires et la Palestine en véritable État. Ce qu'aujourd'hui, malheureusement, la Palestine n'est pas un véritable État. Elle n'a pas les droits d'un État. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez soutenu M. Abbas par rapport à son initiative de reconnaissance de l'État palestinien auprès de l'ONU. Il a récolté des miettes, c'est-à-dire... maintenant, l'État palestinien est membre de l'UNESCO, mais l'UNESCO, pardonnez-moi, et très vite, les États-Unis d'Amérique, Israël bien entendu, ont réagi, mais très négativement. Les États-Unis retirent même toute subvention financière à l'UNESCO. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve que c'est une erreur dramatique de l'administration Obama, et je crois que ça pose tout le problème du fonctionnement de l'ONU aujourd'hui. Je crois que ce qui bloque l'ONU aujourd'hui, c'est le droit de veto, mais aussi bien du côté des Américains que des Chinois, que des Russes. Si vous prenez, par exemple, la situation en Syrie, il y a un veto des Chinois et des Russes qui empêchent vraiment l'ONU à décider de sanctions qui s'imposent face au régime syrien. Donc c'est un peu ce jeu qui est incompréhensible pour beaucoup de peuples, des grandes puissances ou des puissances à veto, c'est-à-dire la Chine, la Russie d'un côté, la France, les États-Unis et l'Angleterre d'un autre côté. Et je crois qu'il faut en finir avec le droit de veto, quel qu'il soit.
quel qu'il soit. Parce qu'on le sait, par exemple, en 1947, Israël a été reconnu par l'ONU de façon unilatérale. Alors pourquoi ce deux poids, deux mesures encore? Vous me dites ce que je dis toujours en plénière, donc oui. oui, c'est pas... Oui, je sais, l'ONU a été reconnue par l'Assemblée générale, un vote de l'Assemblée générale. Et je crois que il faut en passer par là, par un vote en Assemblée générale, pour reconnaître l'État palestinien. Après, une fois que l'État palestinien est reconnu, puisqu'il y a l'État d'Israël qu'il faut reconnaître et que je reconnais et qui est un droit de l'État d'Israël, il faut voir comment maintenant s'accordent et comment on définit l'État palestinien et l'État israélien. Vous êtes israélien aussi? Vous avez non, la pas nationalité? Du tout. Non. Mais pourquoi j'aurais l'État? Moi, je suis pas par israélien. Par principe? Ah ben non. Non, pas par principe. J'ai la nationalité allemande et je n'ai que la nationalité allemande. J'ai été longtemps apatride. Et je ne vois pas pourquoi je ne suis pas israélien. Je suis européen et je vis en France et en Allemagne et je ne vis pas en Israël. Je ne suis pas contre l'État d'Israélien et de l'État d'Israël, mais tous les Juifs ne sont pas israéliens, comme tous les Palestiniens d'ailleurs ne sont pas palestiniens. Absolument. Il y a des tas de Palestiniens qui sont américains, par exemple, et qui ne désirent pas devenir palestiniens. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai. Monsieur Cohn-Bendit, quand Israël dit vouloir négocier sans condition, vous la croyez? Moi, je crois franchement qu'il faut arrêter, disons, d'un côté comme de l'autre. Et moi, je dis des choses, quand j'étais dans une université palestinienne d'un côté, et en Israël de l'autre côté, je dis des choses qui ne plaisent pas aux uns et aux autres. Moi, je crois qu'il faut reconnaître l'État palestinien dans les frontières d'avant 67, donc en terminer avec toutes les colonies, et en terminer avec l'occupation. Et je crois qu'il n'y aura pas de retour massif des réfugiés dans le territoire d'Israël. Et il faut dire la vérité. Parce que s'il y a un Israël et il y a la Palestine, on ne peut pas faire un État israélien à majorité palestinienne. Ça, c'est peut-être plus tard, dans 30 ans, dans 40 ans. Inch'Allah, on verra un peu l'évolution des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est les frontières de 67, un État d'avant 67, un État palestinien, avec un gouvernement palestinien, pas d'occupation, pas de soldats israéliens dans le territoire palestinien, et la reconnaissance peut-être par Israël d'un drame de ceux qui ont dû partir, mais il est évident qu'il n'y aura pas de retour massif des réfugiés qui ont vécu, dont les parents peut-être ont vécu en territoire israélien, en Israël. Ça veut dire donc que vous faites partie de ceux qui plaident pour la solution de deux États. Oui, je crois que... et on a un tir, une fenêtre qui va durer peut-être encore une dizaine d'années. S'il n'y a pas ces deux États, les Palestiniens, à un moment, se battront pour un État. Ils diront, voilà, il n'y a plus d'autorité. Israéliens, vous occupez tout. Israël, c'est toute la Palestine, jusqu'au Jourdain. Et après, ils se battront pour one man, one vote. Et à ce moment-là, les Palestiniens seront majoritaires. Exactement. Donc c'est dans l'intérêt même de ceux qui défendent l'État israélien qu'il y ait un État palestinien. Sinon, ça ne va pas marcher, toute cette histoire, et on va vers la catastrophe. Et ça vous gêne, vous, un seul État, à l'instar de l'État de ça ne me gêne pas, mais je crois que les Palestiniens veulent leur État et les Israéliens veulent leur État. Donc ça ne peut pas fonctionner. Je veux dire, ça sera, si ça se développe, si ça va dans cette direction, ça sera un drame très dur pour les uns et pour les autres. Donc moi, je ne suis pas pour les drames. Donc je dis, aujourd'hui, la solution la plus rationnelle, la plus logique, c'est un État palestinien et l'État d'Israël. Et puis, s'il y a des problèmes de sécurité, eh bien, que l'OTAN, que les Russes, que les Turcs garantissent l'intégrité des deux États. Voilà. Et puis après, on verra. Et puis en plus, si vous avez une évolution démocratique, Inch'Allah, on peut toujours le penser, hein, en Égypte, en Jordanie, au Liban, en Syrie, eh ben vous pouvez avoir un espace du Moyen-Orient qui devient une véritable fenêtre, une possibilité d'évolution avec ces États et Israël. Et il y a des intérêts communs. Et je crois qu'économiquement, il
il y a un terrain commun que se développe la région, aussi bien pour Israël que pour les autres États autour d'Israël, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, la Jordanie ou le Liban. Vous pensez que c'est utopique ou alors il faut vraiment l'espérer un jour peut-être les États-Unis donc du Moyen-Orient? Exactement. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps. Oui, vive les États-Unis du Moyen-Orient, comme les États-Unis d'Europe. Oui, je crois que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, c'est utopique? Vous savez, hein, si en 1945, vous parliez de la réconciliation franco-allemande, c'était utopique, c'était un rêve, c'était impossible, personne n'aurait pu jamais... Eh bien, vous voyez où on en est aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'une vision pacifiée du monde, c'est toujours utopique dans un moment où c'est plutôt un moment de tension. Mais je crois que c'est tout à fait possible et plus rapidement qu'on ne le croit. On va passer à un autre dossier, celui de la Libye. On va dire un mot, serait-ce par rapport à Saif al-Islam Gaddafi. Vous pensez qu'il doit être jugé en Libye, par un tribunal libyen, ou alors par la Cour internationale? Moi, je crois que les Libyens, le CNT ou ce gouvernement transitoire, appelons comme on veut, a tout intérêt à le livrer à la Cour de justice internationale pour démontrer qu'ils veulent surmonter le passé et surtout, ils n'ont pas encore tout un processus de réconciliation. Un pays ne peut se construire à un moment que dans un processus de réconciliation. Et je crois que livrer le fils de Kadhafi au tribunal pénal international, ça serait de reconnaître encore l'état imparfait de la Libye d'aujourd'hui, qui doit devenir un espace de justice, un espace de droit. La Libye ne l'est pas encore, c'est pas un reproche. Quand on sort d'un tel terrorisme de Kadhafi, ça met du temps. Et donc, moi, je suis pour qu'il soit jugé à La Haye. Et jugé à travers lui, son père et toute la famille, toute la tribu. Et à travers lui sera jugée l'histoire terroriste, les massacres du clan Kadhafi, évidemment. Un autre massacre à côté, en Syrie, hein, Monsieur Cohn-Bendit. Vous pensez que la Syrie de demain peut se faire sans Bachar el-Assad et sans le parti bassiste? Oui, je l'espère. Je crois que... Mais moi, je crois que... vous savez, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, alors, c'est un bras de fer qui doit être décidé, d'après moi, à Aleppo et à Damas. C'est-à-dire, en fait, l'élite financière, commerciale, économique d'Aleppo et de Damas doit décider. C'est un peu... Ça me rappelle... Toute comparaison est toujours fausse. Mais quand même, ça me rappelle l'Afrique du Sud. C'est quand l'élite économique a laissé tomber l'apartheid que l'apartheid est tombé. Alors si l'élite économique laisse tomber Assad, eh bien on trouvera, les personnalités se trouveront pour créer une autre Syrie où évidemment il y aura une partie de l'histoire du parti basse qui existera dans cette Syrie, mais ça ne sera pas la mainmise des Alévites du parti basse sur la population syrienne. Monsieur Cohn-Bendit, j'ai lu quelque chose ou j'ai entendu quelque chose de vous et j'étais un petit peu embêtée parce que vous connaissons un homme qui ne mâche pas ses mots, qui ne se tait pas quand il faut parler, quand il faut dénoncer les choses. Et vous disiez qu'en Syrie, la solution au dictateur Bachar el-Assad ne doit pas être el-Assad. Alors, moi je vais enchaîner et je vais poser la question. Est-ce qu'en Algérie, la solution au dictateur Bouteflika et l'armée sera la dictature et Bouteflika, et je vais encore plus loin, et la monarchie dictatoriale au Maroc, elle va aussi remplacer la dictatoriale de la monarchie marocaine? J'ai jamais dit que Assad doit succéder à Assad. Non, non, c'était une interrogation de votre part. Vous aviez dit, est-ce que Assad va succéder à Assad? Est-ce que la Syrie de demain sera la Syrie avec Assad? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je dis toujours que la Syrie de demain sera une Syrie qui se débarrassera d'Assad. Très bien. Est-ce que l'Algérie de demain va se débarrasser de Bouteflika et de l'armée? Doit se débarrasser de Bouteflika. La monarchie marocaine dictatoriale doit être aussi débarrassée de cette dictature. Sur le Maroc, c'est intéressant. Sur le Maroc, c'est intéressant parce que d'un côté, vous avez un Maroc autoritaire qui, au contraire, par exemple de l'Algérie, a lancé des réformes.
on peut discuter sur la qualité et l'intention. Si, elle a lancé des réformes qui s'arrêtent à un certain milieu quand on voit les attaques contre la presse, mais ça, vous le retrouvez en Turquie aussi. Hein, vous avez, les choses sont compliquées. Hein. Vous avez une évolution positive en Turquie, qui a été que la Turquie s'est émancipée de la mainmise des militaires, et vous avez aujourd'hui une AKP qui règne non pas d'une manière totalitaire, ça serait, mais autoritaire, et qui essaye maintenant de mettre une nouvelle chape de plomb sur la liberté en Turquie, quand on voit l'attaque contre des journalistes, etc. Et vous avez un phénomène intéressant au Maroc, où il y a une ouverture et une fermeture en même temps. Par exemple, il n'y a pas d'ouverture en Algérie, il y a que des fermetures. Et vous prenez Bouteflika. Hein. Je veux dire, c'est là la différence. Je veux qu'on différencie. Je dis pas le Maroc c'est bien. Je dis voilà la différence de l'évolution au Maroc, de la non-évolution en Algérie, de la non-évolution en Arabie Saoudite. Et je crois que si on veut les processus, alors on verra. Moi je suis pour l'instant impressionné positivement. Alors je peux me tromper par l'évolution en Tunisie. Je trouve que le compromis qu'ils ont trouvé avec un président d'un parti laïque, un chef de gouvernement de Ennahda, un autre parti laïque qui sera président du Parlement, ils vont vers un compromis constitutionnel qui peut être intéressant, qui peut être significatif entre une volonté d'introduire l'islam dans le droit et une volonté de s'émanciper, disons, de la mainmise de la religion dans la Constitution. Alors je ne sais pas quelle sera la solution, hein, puisque c'est une assemblée constituante, mais je trouve que pour l'instant, la Tunisie et la révolte tunisienne est un pays qui trouve un certain équilibre. Alors je vous dis ça au jour d'aujourd'hui, hein, vous allez me dire demain ça ne va pas marcher, c'est possible, mais je dis voilà, comparé par exemple à l'Égypte, où c'est dramatique, où les militaires en fait veulent faire du Moubarak sans Moubarak. Et ça non plus, c'est pas, on ne peut pas le défendre. Intéressant, c'est que les frères musulmans ont visiblement un accord avec les militaires. C'est intéressant, puisque sinon ils n'appellent plus aux manifestations. Donc je vois qu'on a des évolutions dans les pays arabes, dans le monde musulman, des évolutions contradictoires, difficiles à décrypter. Alors, selon vous, le modèle tunisien devra être le modèle pour... Non, oublions le mot modèle. Je trouve que l'évolution en Tunisie m'apparaît en ce moment comme la plus équilibrée. Je ne dis pas que tout va bien, je dis qu'il y a des tas de problèmes, hein, mais je trouve que ceux qui ont résisté justement à Ben Ali, les trois qui font une alliance, démontre en ce moment une volonté de construire un processus ensemble. Alors, jusqu'où ça va aller, quelle va être la réalité, on verra. Comment vous voyez le futur de l'Égypte, hein, l'Égypte de demain? Écoutez, j'ai oublié ma boule de cristal. Donc, c'est un peu difficile, mais si vous voulez, je trouve qu'entre Ennahda et les frères musulmans, je trouve que Ennahda est beaucoup plus équilibrée, plus respectueuse de la révolte que ne sont apparemment, pour moi, les frères musulmans. Donc je trouve une majorité militaire frères musulmans en Égypte ne me rassure pas. Et le problème de l'Égypte, c'est visiblement, mais on a ce problème aussi en Tunisie d'ailleurs, la différence entre, disons, les villes et la campagne. Donc toute une grande partie de la population très pauvre qui cherche une nouvelle autorité et peut-être une certaine population urbaine qui cherche une nouvelle liberté. Et c'est ça le problème un peu de l'Égypte d'aujourd'hui. Si demain, en Algérie, par exemple, le peuple se soulève aussi, vous pensez que les islamistes aussi pourraient attendez, j'ai pas dit que je crois que les islamistes algériens, disons, ont quand même causé tellement de dégâts. Ils sont responsables de tellement de morts qu'ils ne sont pas une alternative
à la dictature. Je crois que si... Alors, je ne sais pas, maintenant, je ne suis pas détecter la volonté du peuple algérien. D'ailleurs, il n'y a jamais un peuple. On le voit en Algérie. On le voit en Égypte. Je veux dire, le peuple est constitué de différentes mouvances, etc. Mais je n'arrive pas à croire que l'Algérie doit être toujours dans ce dilemme... disons, de Karim en Silla, entre Bouteflika et les islamistes. Ça veut dire que pour vous, les islamistes algériens sont les responsables des massacres en Algérie? Non, ça veut dire que les deux sont responsables. L'armée est responsable et les islamistes sont responsables. Les islamistes ont tué et assassiné, et le régime de Bouteflika et l'armée a tué et assassiné. C'est ça la vérité. La vérité algérienne est complexe. C'est que vous avez deux visions totalitaires et autoritaires qui se sont affrontés. Vous les renvoyez dos à dos, et ça veut dire les deux ont perdu toute crédibilité vis-à-vis du reste du monde et de leur peuple d'abord. Hein, j'espère de leur peuple. Moi, je ne peux pas décider pour leur peuple, mais c'est comme ça que je vois la situation. Oui, Alors, ça ne veut pas dire que je suis, par exemple, je trouve que comme l'Algérie n'est pas un État de droit, toutes les condamnations d'islamistes n'ont pas été, ne tiennent pas la route, hein, mais que d'un autre côté, il est évident qu'il y avait un terrorisme islamiste qui est responsable de beaucoup de morts. Et qu'il y a un terrorisme de l'armée algérienne qui est responsable de beaucoup de morts. Ça, les deux choses sont vraies, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Alors, jusqu'à quand la France, parce que vous êtes aussi français, et l'Union européenne traitent avec un État qui n'est pas un État de droit? Vous venez de le dire. Hein. Oui, mais alors là, c'est très compliqué, parce que, alors là, il ne faudrait pas traiter avec l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, même les États du Golfe. Je veux dire, il y a des différences d'autoritaire et de totalitarisme. Je me dis... Le problème, ce n'est pas de traiter. Le problème, c'est comment on reprend au rebond, si on veut, la question de la démocratie et les droits de l'homme. Est-ce qu'on se tait ou on ne se tait pas? Et je trouve que la critique qu'on doit faire à l'Union européenne, c'est parce que l'on veut traiter, de ne pas voir le problème des droits de l'homme et qui est un problème très violent de l'autre côté de la rive de la Méditerranée. Un dernier mot, Monsieur Cohn-Bendit. Finalement, le printemps arabe, c'est une chance ou une chimère pour l'Union européenne, pour l'Europe? D'abord, je dirais, le printemps arabe est une chance pour les peuples de l'autre côté de la Méditerranée. C'est pas le problème, une chance pour l'Europe. C'est une chance pour l'Europe si les peuples savent prendre à bras-le-corps cette chance. Donc les peuples tunisiens, égyptiens, libyens, vraiment. Donc ça peut... Une chance parce que ça voudra dire qu'on aura un autre espace politique positif entre l'Union européenne et ces pays. Mais it's a long way. C'est pas demain, la veille. On est au début d'un processus. La tombée des dictatures est toujours positive. Et après, il faut voir. Qui vivra, verra. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve dans 2 semaines, à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.